Merci d'être venu. Merci aussi aux intervenants et tout d'abord aussi à Michele Saporiti qui est notre premier chercheur qui a été sélectionné dans le cadre d'une bourse que nous avons créée ensemble il y a juste un an, le Collège international de philosophie, présenté ici sur le podium par sa présidente, Madame Alfandari, et la maison Heinrich Heine. Et c'était, je pense, c'était une idée qu'on avait au moment déjà où l'Europe n'allait pas bien, ça se dessinait. Et avec le Collège international de philosophie, avec lequel nous avons une très bonne coopération, nous avons eu cette idée de créer une bourse de recherche pour des chercheurs post-doc autour du projet, autour du thème Penser l'Europe. Penser l'Europe, le thème était plus exactement concept d'Europe et lieu du concept. Et à cet appel à candidature, vous avez répondu. On était très contents quand on a vu votre candidature, Monsieur Saporiti. Et effectivement, vous étiez notre candidat choisi avec grande conviction parce que le thème que vous avez tout de suite indiqué, c'était un thème qui va au cœur des thématiques actuellement. Au cœur des thèmes qui nous occupent tous en Europe depuis au moins 3 ans. Je pense bien sûr à la crise, ce qu'on appelle la crise migratoire, parce que vous, dans votre projet que vous avez présenté et qu'on a sélectionné, il était question des frontières, du limes. Et je pense que c'est ça aussi le fruit de vos recherches que vous avez menées à Paris et ensuite continuées en Italie et ce qui sera l'objet maintenant de votre communication qui est intitulée « L'Europe des droits fondamentaux à l'épreuve du limes de ses États ». Je voulais juste dire que vous êtes de formation juriste. Vous avez fait des études à l'université de Milano Bicocca, où vous êtes actuellement Senior Postdoctoral Research Fellow en philosophie du droit. Et vous avez aussi eu plusieurs séjours de recherche à Paris, entre autres aussi à l'École pratique des hautes études. Vous avez participé à des colloques, même qui se sont tenus au sein de notre maison. C'est pour ça que c'était déjà un endroit que vous connaissez. Et maintenant, vos réflexions, en tout cas, tournent autour du rapport entre droit et éthique et aussi philosophie du droit international. Je pense que nous sommes tous d'abord très contents de vous avoir ici et aussi très curieux d'entendre le fruit de vos pensées, de votre réflexion que vous avez menée pendant ces 2 mois à Paris. Et je pense, je vais vous passer la parole tout de suite. Je voulais juste dire aussi que nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous non seulement Madame Alfandari, que j'ai déjà brièvement présentée, mais aussi comme modératrice du débat, Nadia Pantel, qui n'est peut-être pas encore bien connue auprès du public parisien, puisqu'elle arrive depuis, je pense que vous êtes là depuis 1 an. 1 an? Même pas? 6 mois. 6 mois. Vous avez déjà été ici, mais vous avez participé à un débat. Et Nadia Pantel, je peux dire, elle est correspondante de la Süddeutsche Zeitung à Paris. Et j'espère qu'on aura encore d'autres occasions pour vous avoir ici. Et maintenant, je passe la parole, j'imagine, à Michele Saporiti tout de suite. Bonsoir à tous. Je suis très content et surtout très ému d'être ici ce soir
Et je voudrais avant tout remercier les prestigieuses institutions organisatrices de cette résidence de recherche, la maison Erich Heine, à la personne de sa directrice, Madame Christiane Deussen, et le Collège international de philosophie, à la personne de Madame Isabelle Alfandari, présidente de l'Assemblée collégiale du Collège international de philosophie. Je voudrais exprimer aussi ma gratitude aux grands érudits avec lesquels je me suis confronté. Ils sont des juristes, des philosophes, des politistes, des sociologues. Je vois certains d'entre eux dans le public ce soir et je voudrais les remercier pour toutes les observations qu'ils m'ont faites. Et donc mon exposé ce soir représente un peu, je crois, le début d'une nouvelle recherche. On peut considérer la deuxième moitié du dernier siècle, avec la fin des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, comme le début de la lente construction de nouveaux concepts d'Europe. Non plus l'Europe comme lieu de genèse des conflits capable de se diffuser sur toute la planète, mais l'Europe comme laboratoire conceptuel, comme chantier des solutions politiques et juridiques pour un nouvel équilibre construit désormais autour de droits humains fondamentaux des individus. Les frontières mêmes de chaque communauté politique ont expérimenté un processus progressif d'assouplissement, d'harmonisation et dans une zone géographique en expansion, d'ouverture. Toutefois, au cours de ces dernières années, l'Europe a retrouvé les rôles de points d'accostage et de terres de passage d'énormes flux migratoires d'individus provenant d'au-delà de son propre espace physique et politique. Ce sont des êtres humains qui proviennent des situations de pauvreté, de guerre, de mort, et qui essaient de quitter ce lieu qui représente l'exact opposé de l'Europe d'aujourd'hui. Lieu où l'État n'est pas garant, comme l'écrivait Hannah Arendt, de leur droit d'avoir des droits. Au contraire, il exerce le droit de nier tout droit. Par rapport à l'arrivée de migrants, aux problèmes complexes de gestion et de coordination d'un tel phénomène, il semble s'être produit un délicat conflit entre deux logiques. La première, typiquement européenne, la logique des droits fondamentaux de chaque individu. La seconde, typiquement nationale, la logique du limes, de la frontière nationale à protéger. À la lumière de ces considérations initiales, aujourd'hui, je voudrais présenter les résultats de ma réflexion selon une double articulation. Premièrement, je proposerai une analyse critique de la logique du limes, à laquelle j'opposerai la logique des droits fondamentaux de chaque individu, c'est-à-dire des droits de l'homme. Deuxièmement, je soutiendrai la thèse selon laquelle l'adoption du langage normatif des droits fondamentaux a engendré une métamorphose irréversible de plusieurs concepts juridiques et politiques. En particulier, je focaliserai l'attention sur le concept de souveraineté, qui a historiquement créé une sorte de constellation de catégories comme celle des frontières étatiques. À ce sujet, je proposerai deux façons opposées d'entendre la souveraineté étatique dans son rapport aux droits fondamentaux. La première, une souveraineté seulement limitée par les droits de l'homme. La seconde, une souveraineté fondée sur les droits de l'homme. Et je souhaite démontrer qu'il faudrait soutenir cette seconde conception de la souveraineté et par conséquent repenser l'Europe d'une manière plus cohérente avec ses fondements. Le phénomène de migrants a suscité dans la réflexion de ces dernières années une attention renouvelée pour le concept de limite des frontières. On entend de plus en plus des expressions comme frontières nationales, périmètre des États, limites internes et externes de l'Europe. La réflexion croissante sur ce thème semble marquée par la tentative d'identifier l'usage instrumental et les désigns politiques qui se cachent derrière l'utilisation d'un tel lexique de la part du pouvoir politique. Mais l'idée sur laquelle je voudrais attirer votre attention ce soir est celle du limes, terme qui est utilisé avec grande insistance pour indiquer la frontière protégée, la ligne de défense de l'État national. Comme point de départ, il me semble très important de considérer le limes dans sa configuration originelle dans les droits romains.
Il s'agit d'une brève mais nécessaire opération d'archéologie juridique conceptuelle indispensable pour comprendre une logique particulière que j'appellerai la logique du limès. Une logique inconsciemment sous-tendue dans l'usage de ce concept qui a été fait par certains États aussi hors de l'Europe. Auteurs comme Benjamin Isaac, Stuart Helden, Willem Kubitschek ont observé il est possible de tracer une ligne de développement du concept du limès qui est très débattu chez les romanistes. À l'origine, le concept de limès désignait l'espace qui devait être laissé libre entre deux champs contigus. Ce terme est arrivé progressivement à désigner à l'époque impériale la ligne de frontière de l'Empire romain, en particulier avec l'empereur Hadrien, une borne défensive limitée. Toutefois, cette idée de la frontière du domaine romain, de domaine politique romain, ne coïncide pas avec l'idée moderne d'un système organisé de frontières fortifiées, militarisées et fixes. Comme Helden l'a écrit, le limès impérial séparait what was Rome and what was not yet Rome. Le limès, donc, crée des zones caractérisées par une certaine fluidité et une forte vocation expansive. Au-delà de ces variations sémantiques dans la signification de l'idée, on peut identifier un élément qui marque l'identité du concept du limès originaire, cette ligne qui délimitait entre les champs contigus une distance obligatoire, appelée ambitus, un espace que personne ne pouvait s'approprier. Le limès, comme les enceintes de murs, les portes, le pomerium d'une ville, était au nombre de res sanctae, et tant que tel, il était indisponible dans le cadre du droit humain. À ce propos, dans le contexte français, je me permets de rappeler les recherches de Jan Thomas sur la constitution juridique des choses dans le droit romain. Le res sanctae ne pouvait pas être vendu ou transféré, ils étaient sous la protection de la divinité. Je voudrais souligner que j'utilisais le mot saint et non pas sacré, parce que ces deux termes indiquaient des concepts différents à l'origine. Si les limès, cette ligne qui séparait deux champs contigus, était une res sancta, la condition de sacralité, la condition d'homme sacré, homo sacer, était acquise au contraire par celui qui commettait un acte très grave selon les droits romains, un acte qui violait la pax deorum, la paix des divinités, ou la fides, la foi. Comme le juriste Luigi Garofalo l'a expliqué à partir de la réflexion de Giorgio Agamben, la condition de devenir sacré est une condition subjective, consécutive à certains actes, était bien réglée par le droit, enveloppée dans le droit. C'est très intéressant de rappeler que dans l'Antiquité, un sujet devenu sacré, par exemple, peut avoir levé ou déplacé les pierres de limite entre fonds. Or, qui est sacré peut être tué en toute impunité. Il est expulsé, exilé, effacé de la société. Qui tue l'homme sacer, l'homme sacré, rend simplement à la divinité ce qui lui appartient déjà. Et la sacratio, c'est-à-dire la procédure pour devenir sacré, et la condition de l'homme sacré, représente donc la punition liée à une action grandement répréhensible pour l'ordre juridique romain. Je crois que cette dialectique entre ce qui est saint, comme une ligne de frontière, et ce qui a acquis un caractère sacré, comme conséquence de certaines actions répréhensibles, peut nous aider à comprendre la logique contemporaine du limès. En fait, dans notre époque, on tend à utiliser les mots sacré et saint comme synonymes, pour indiquer grosso modo ce qui est inviolable, intouchable, intangible. Voilà qu'au contraire, les grandes vagues de migrants révèlent un singulier paradoxe. Les frontières nationales, les limites de chaque État, ou le limès national, sont considérées comme sacrées dans l'acception contemporaine, c'est-à-dire inviolables, infranchissables. Les migrants, cette humanité qui essaie de franchir cette limite, de forcer l'infranchissable, devient sacrée selon l'acception ancienne. Il devient une humanité sacrifiable à la raison politique qui gouverne aujourd'hui la logique du limès. En effet,
Bien qu'ils soient dans une condition humaine désespérée, les migrants ont tenté de violer sans qu'on prétende être encore inviolables. Voilà donc que leur vie peut être laissée sans protection sur des bateaux en pleine mer, une vie exposée au danger de la mort qui comporte tout défi aux frontières, dans l'attente que les États souverains prennent leurs décisions. Toutefois, pour utiliser une catégorie bien développée par Agamben, ils ne sont pas vita nuda, une vie nue. On sait que personne ne peut tuer délibérément les migrants. Ce qui est plutôt sacrifié d'abord, c'est la garantie de leur droit à continuer à vivre. Ce processus de sanctification des frontières et de sacralisation de ceux qui osent le défier identifie une dynamique très délicate concernant non seulement l'Europe, mais d'autres régions de la planète. Plus spécifiquement, cette logique sous-jacente au limès national révèle son caractère problématique, son caractère inacceptable, si on la met en relation avec la logique à travers laquelle l'Europe s'est progressivement conçue à partir de la seconde moitié du dernier siècle, la logique des droits fondamentaux de chaque individu. La logique des droits fondamentaux de chaque individu est donc à un niveau tel d'opposition avec la logique du limès qu'elle représente une sorte de contre-logique. Dans une perspective théorico-normative et en référant à l'état de droit, les droits fondamentaux configurent ce que le philosophe de droit Luigi Ferraioli a décrit comme la sphère de l'indécidable, c'est-à-dire de ce qu'aucun pouvoir représentatif ne peut décider et de ce que chaque majorité politique doit fixer par des mesures spécifiques. L'importance de ces droits fondamentaux est ultérieurement soulignée par Ferraioli parce qu'ils constituent des fragments de la souveraineté populaire réduite à leur simple somme. Les droits fondamentaux représentent une référence normative de base pour l'Europe. Comme on le sait, l'Europe est allée bien au-delà de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui a suivi la Charte des Nations Unies. Afin de modeler un nouveau concept d'Europe, les États européens ont voulu réaffirmer la centralité des droits fondamentaux de chaque personne à travers deux documents capitaux. Premièrement, dans le cadre du Conseil d'Europe, la Convention européenne des droits de l'homme en 1950, avec l'institution de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire une juridiction tierce par rapport à celle des États, où l'individu et l'État sont assis l'un en face de l'autre en condition de parité, et l'État peut être condamné. Deuxièmement, dans le cadre de l'Union européenne, la Charte des droits fondamentaux, signée à Nice en 2000, qui a ultérieurement affirmé la centralité de la catégorie des droits fondamentaux. Dans ces deux documents, les droits à la vie de chaque être humain et par conséquent le devoir de garantir cette vie en comparant aux États figurent comme une sorte de droit fondament de tous les autres droits qui sont énoncés. Pour comprendre en quoi consiste la logique des droits fondamentaux et la profondeur de cette logique, je voudrais vous proposer ce soir une lecture complémentaire. On pourrait penser aux droits fondamentaux de chaque individu, aux droits humains fondamentaux, comme un langage. Et si l'on pense spécifiquement à l'Europe, comme au langage commun de l'Europe. S'il est bien difficile d'établir quelle est la langue commune aux États européens, il n'est pas si difficile d'identifier le langage commun européen, ou plus précisément encore, le langage qui a modelé les concepts d'Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, et c'est le langage des droits fondamentaux. Un langage qu'on peut qualifier de performatif. Mais nous nous demandons alors en quoi consiste cette performativité du langage normatif des droits fondamentaux. Le langage des droits fondamentaux, des droits de l'homme, est performatif en ce sens que son adoption implique une reconfiguration partielle ou totale de certains concepts également fondamentaux. Des concepts sur lesquels on a traditionnellement structuré nos organisations politiques et juridiques. En d'autres termes, plus les droits fondamentaux sont nommés, affirmés, cristallisés, plus ils vident de l'intérieur des concepts déterminés et les transforment en nous obligeant à les repenser, sinon à les abandonner. Il y a un concept qui, plus que tout autre, a subi et subit une métamorphose irréversible grâce à l'action performative des droits de l'homme, l'idée de souveraineté.
Et c'est justement à regard de cette idée que j'essaierai d'analyser les effets performatifs de la logique des droits humains fondamentaux. On peut déterminer 2 niveaux différents de performativité du langage des droits fondamentaux de chaque individu sous le concept de souveraineté. Un premier niveau, les droits de l'homme constituent une limite à la souveraineté étatique. Un second niveau, les droits de l'homme deviennent le fondement de la souveraineté étatique. Un premier niveau, le langage des droits de l'homme agit normativement sur le périmètre, l'extension, les limites de la souveraineté. On pourrait résumer ces premiers effets performatifs des droits de l'homme avec la formule suivante. Les droits de l'homme comme limite à la souveraineté étatique. Et c'est le philosophe Joseph Raz qui a parlé en ce terme. Les droits de l'homme posent des limites à la souveraineté de l'État car, il a expliqué, ils représentent des motifs qui justifient dans certaines conditions l'intervention de la communauté internationale pour mettre fin à leur violation. Ce premier niveau de performativité des droits de l'homme concerne le système international en général, un système qui s'est structuré à partir de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans le cadre d'un tel système, la dimension de devoir et surtout de responsabilité de l'État s'est ajoutée à la dimension des droits souverains de chaque État, découlant de leur égalité dans le système international. Et c'est précisément le concept de responsabilité de l'État qui est progressivement devenu central au sein de la communauté internationale. Témoignage de cette centralité est la doctrine de la responsibility to protect, la responsabilité de protéger, expression utilisée dans le rapport de la Commission sur l'intervention et la souveraineté de l'État, institué par le gouvernement canadien, et rappelée plus ou moins explicitement dans différentes résolutions. Dans ce cas, la souveraineté des États s'identifie à la responsabilité de chaque État. Et un État qui systématiquement ne respecte pas les droits humains inviolables crée les conditions pour l'intervention de la communauté internationale à l'intérieur de sa sphère souveraine. Par conséquent, la souveraineté n'exprime plus une sorte de bouclier de défense qui protège l'État dans ses actions, mais plutôt, comme diraient les juristes, elle exprime un critère d'attribution de la responsabilité à des sujets étatiques. Derrière cette première reformulation de souveraineté limitée par les droits de l'homme se cache une question théorique fondamentale. Quelle conception de la souveraineté nous sous-entendons en affirmant que les droits de l'homme représentent uniquement des limites? Il me semble qu'on sous-entend toujours ces notions traditionnelles de souveraineté désignées habituellement par l'expression souveraineté westphalienne. En faisant référence à la paix de Westphalie de 1648 et à la stabilisation du modèle de l'État-nation au niveau européen, ce modèle de souveraineté implique que l'État, bien enraciné dans son territoire délimité par ses frontières, décide souverainement de se limiter par rapport aux individus et aux autres États. Un État gardien de son droit à faire prévaloir ses intérêts nationaux et ceux de son peuple. En conclusion, un État qui garde son droit à dire non face aux besoins essentiels des non-citoyens. Cette modalité de concevoir la souveraineté étatique semble avoir émergé de manière plutôt évidente dans le contexte européen avec la question des migrants. En effet, certains États européens continuent de se référer à leur propre souveraineté en termes profondément westphaliens. Il y a un territoire national qui doit être défendu contre les dangers extérieurs. Les frontières et les ports peuvent être souverainement fermés. Avant tout, il y a les intérêts du peuple ou la sécurité de la nation menacée par l'arrivée de personnes provenant d'au-delà de l'espace politique européen. Il y a la puissance de la décision souveraine dans toutes ses nuances. Il ressort de cette considération, que cette première logique des droits fondamentaux comme limite à un pouvoir posé a priori comme illimité n'ébranle pas la souveraineté étatique. Dans cette perspective, les droits fondamentaux peuvent seulement assouplir, ou comme l'a écrit Mireille Delmas-Marty, affaiblir la souveraineté,
On pourrait dire que la logique des droits de l'homme essaie de limiter la charge déshumanisante de la souveraineté étatique, mais sans mettre en discussion le fait que le dernier mot appartient à l'État. Comme Jean Cohen l'a écrit, la signification juridique internationale des droits de l'homme est de prévenir et modérer l'abus de pouvoir et des prérogatives liées à la modalité avec laquelle la souveraineté est constituée et distribuée. Il s'ensuit que les fondements ou la base de la protection des droits fondamentaux de chaque être humain consiste uniquement dans les traités, dans les accords entre les États comme sujets souverains, dans leur bonne volonté à choisir de se limiter ou non, en se réservant la possibilité d'agir différemment. Ces considérations nous obligent à examiner le second niveau de performativité du langage des droits de l'homme. Ce second niveau ne peut pas être généralisé ni appliqué globalement, à mon avis. Toutefois, on peut l'appliquer spécifiquement au contexte européen et au concept d'Europe qui l'a structuré. On pourrait résumer ce second effet performatif des droits de l'homme avec la formule suivante. Les droits de l'homme non comme limite, mais plutôt comme fondement de la souveraineté étatique. L'Europe est le contexte géopolitique de naissance de l'idée de souveraineté, le contexte où cette idée s'est développée et a progressivement changé. En d'autres termes, l'Europe est le laboratoire conceptuel par excellence de la souveraineté, mais aussi de ses métamorphoses. Cependant, un étrange paradoxe concerne l'Europe contemporaine, un paradoxe qu'Étienne Balibar exprimait dans les termes suivants. La notion typiquement européenne de souveraineté se révèle inapplicable à l'Europe elle-même. En d'autres termes, la notion typiquement européenne de souveraineté se révélerait incompatible avec l'Europe des droits fondamentaux. Il nous faudrait donc concentrer nos efforts pour redéfinir cette souveraineté étatique d'une toute autre manière. Il existe, je crois, une logique latente et inexprimée derrière le concept d'Europe. Une logique qui s'est progressivement élaborée pendant ces 70 dernières années, dans un premier temps avec la Convention européenne des droits de l'homme et l'institution de la Cour européenne des droits de l'homme, et puis avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union. Il ne me semble pas que cette logique latente du système européen de protection des droits fondamentaux soit véritablement la logique de la limite, celle d'une sorte d'espace de collision entre la personne et l'immense pouvoir de l'État, ou encore l'image de la berge d'un fleuve qui limiterait un pouvoir intrinsèquement illimité qui existe indépendamment des droits fondamentaux. Par contre, je crois que la logique européenne de la protection des droits de l'homme révélerait en vérité de la logique du fondement, c'est-à-dire d'une orientation contraignante pour chaque action, engageant le pouvoir de l'État souverain. Dans ce sens, les droits fondamentaux de chaque individu auraient une fonction génétique ou chromosomique dans la souveraineté des États européens depuis la seconde moitié du dernier siècle. Les droits de l'homme ne seraient pas les lieux du conflit entre le droit de l'individu et le pouvoir sans limite de l'État. Avant tout, ils seraient les lieux de la fondation de ce pouvoir. Et de fait, cette logique des droits de l'homme implique que tout individu, et pas seulement les citoyens, est dans une nouvelle relation avec l'État. Cette idée d'entendre les droits de l'homme comme fondement de la souveraineté étatique est pleinement en ligne avec l'enseignement de Norberto Bobbio ou encore de Luigi Ferraioli, pour citer deux Italiennes, mais de tous ces philosophes, juristes, historiens, politistes, qui considèrent les droits fondamentaux comme les fondements même de l'état de droit européen basé sur des constitutions rigides. En particulier, affirmer que les droits de l'homme sont le fondement de la souveraineté étatique en Europe signifierait transposer le noyau essentiel de la théorie de l'état de droit au niveau de la théorie de la souveraineté. En même temps, cette idée implique de garder le concept de souveraineté, sans l'abandonner ou sans s'en débarrasser à raison de son énorme valeur sémantique et de son rôle par rapport à la configuration même de l'État. Ce serait une tentative de réhabilitation et redéfinition de la souveraineté,
refusant de manière nette et radicale la tendance qui a réémergé dans ces dernières années, surtout dans ces derniers mois, utiliser le concept de souveraineté étatique pour exercer un pouvoir arbitraire, spécialement envers ceux qui ne font pas partie, entre guillemets, de plein droit d'une communauté nationale comme les migrants. À bien des égards, nous pourrions en outre articuler l'idée des droits de l'homme selon que les droits de l'homme sont le fondement de la souveraineté étatique dans les cadres européens, selon une triple direction. Fondement comme éracinement, fondement comme justification et fondement comme soutien. Dans la première direction, fondement comme éracinement, les droits de l'homme ancrent la logique pure de pouvoir de la décision sans appel de l'État, typique de la souveraineté westphalienne, dans la logique du droit positif. Un droit, comme nous l'a appris Hans Kelsen, qui se limite et s'auto-limite grâce à des procédures et des contrôles démocratiques établis à travers des constitutions rigides. Dans la deuxième direction, fondement comme justification, les droits de l'homme justifient le pouvoir souverain. Ils lui donnent une nouvelle justification, une justification nouvelle et cohérente. Les droits de l'homme, autrement dit, représentent la raison d'être de l'existence d'un pouvoir tellement grand, tellement délicat et envahissant de l'État envers l'homme, dont il est difficile de nier l'existence. Les droits de l'homme réaffirment pourquoi l'État existe et résiste, c'est-à-dire la raison pour laquelle cette formation d'organisation politique, historiquement possible mais non nécessaire, pourrait être encore fondamentale. Dans ce cas, la souveraineté se délégitimerait si elle était décrochée des droits de l'homme. Et s'il est vrai, comme Rubio Marin l'a écrit, que les États reçoivent leur légitimité de la protection des droits de l'homme au niveau international, cela est encore plus vrai dans les contextes européens, où la distinction entre souveraineté interne et externe des États est plus nuancée et où il y a une certaine perméabilité entre ce que l'État fait à son intérieur et comment l'État se comporte envers ses pairs. Considérons par exemple le cas de la Turquie et de sa demande d'adhésion à l'Union européenne. Il faut vérifier que le niveau de protection et de tutelle des droits fondamentaux est suffisamment élevé et aligne avec les standards européens dans le domaine de la souveraineté interne. Et voilà un exemple paradigmatique de la valeur instrumentale de la souveraineté. Toujours un moyen pour une fin et jamais une fin elle-même, parce que, comme l'a écrit Bertrand Badi, la souveraineté perd de son sens dès lors qu'elle est séparée des principes sur lesquels elle repose. Dans la troisième direction, fondement comme soutien, les droits de l'homme ont la fonction de soutien inéliminable à l'architecture juridique de l'État constitutionnel européen. Si on réduisait les droits fondamentaux universels aux seuls droits fondamentaux des citoyens de chaque État, alors la souveraineté du modèle européen d'État constitutionnel s'émietterait et s'entraînerait la création d'un autre type d'État. Dans ce sens, autant les droits de l'homme sont à la fois fondements et limites constructives de l'État européen, autant, comme Ferraioli l'a bien exprimé, les droits fondamentaux sont fondements et limites constitutives de l'État constitutionnel européen. Les États européens alors ne décident pas de s'autolimiter souverainement pour respecter les droits de l'homme. Ils ne peuvent pas agir autrement parce que ça va nuire leur identité politique et juridique même. Nous nous demandons donc comment définir ce modèle européen de souveraineté fondé sur les droits de l'homme. Est-ce qu'il s'agit encore d'une souveraineté westphalienne, territoriale, nationale, seulement assouplie, orientée vers de nobles finalités? Aucunement. Il s'agit d'une souveraineté différente, une souveraineté solidaire, comme Jürgen Habermas l'a bien souligné. Rappelons-nous le préambule de la Charte européenne des droits fondamentaux. L'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles des dignités humaines, des libertés, d'égalité et de solidarité. Il s'agit alors d'une souveraineté solidaire qui s'exprime en dynamique multiniveau, horizontalement solidaire,
entre États à l'intérieur de l'Europe, mais pas nécessairement et seulement entre pays européens. Verticalement solidaire entre États et individus, pas seulement entre chaque pays européen et les citoyens européens. Dans cette expérimentation européenne, dans cette logique latente et encore inexprimée que j'évoquais auparavant, il y a probablement une forte exigence qu'on peut trouver dans les débats contemporains. Désindividualiser les droits fondamentaux et récupérer leur dimension communautaire dans le sens de leur dimension réellement solidaire, comme droits dont chacun est incontestablement titulaire, mais dans l'intérêt de tout. Et la souveraineté étatique, ainsi interprétée, constituerait un dispositif très efficace pour renforcer l'appartenance, je crois, à la même famille humaine, en attribuant l'effort de la protection et de la reconnaissance de ces droits entre les différentes communautés politiques nationales. Une fois reconstruits les deux niveaux de transformation de l'idée de souveraineté opérée par le langage des droits fondamentaux de chaque individu, et une fois soulignées les raisons pour affirmer une souveraineté étatique fondée sur les droits fondamentaux et pas seulement limitée par les droits fondamentaux, je voudrais revenir à mon point de départ, les migrants. Je suis bien conscient que les migrants et les migrations en général sont des phénomènes très articulés et pluridimensionnels. Ils ont mis plusieurs fois à l'épreuve la logique des droits fondamentaux par rapport, par exemple, aux problèmes des ressources économiques, à leur caractère limité. Toutefois, il y a quelque chose de bien plus radical et profond dans le phénomène auquel on assiste ces derniers mois. À ces propos, il y a deux questions conclusives qui me permettent de faire le point sur le parcours de réflexion présenté ce soir. Première question. Qu'est-ce que les migrants représentent par rapport aux différentes logiques dont je parlais? On pourrait répondre en disant qu'ils représentent une occasion précieuse pour mettre à l'épreuve aussi bien la protection effective des droits fondamentaux que la cohérence globale d'un certain modèle au concept d'Europe. Mais il y a une seconde question qui nous permet de résumer plusieurs aspects de ma réflexion. Quelles sont les dimensions de la souveraineté que les migrants ont expérimentées dans leurs conditions humaines désespérées? À bien des égards, les migrants ont expérimenté les deux dimensions essentielles de la souveraineté, l'espace et le temps. Et dans ces deux dimensions est souvent apparue non pas la logique latente d'une souveraineté fondée sur les droits de l'homme, mais au contraire la logique des puissances de la décision westphalienne, qui montre avec quelle facilité l'État peut ignorer ou vider les droits fondamentaux. Les migrants expérimentaient d'abord la dimension spatiale de la souveraineté. Ils ont défié les espaces de la souveraineté et leur logique. Comme je soulignais dans mon exposé, l'espace est la dimension la plus ancrée de la souveraineté étatique. Et la dimension spatiale de la souveraineté se décline à travers, avant tout, la catégorie du territoire national. Toutefois, il ne s'agit pas seulement de la logique du LIMES, des espaces nationaux protégés, qui implique les migrants dans la dynamique du sacré et du sacrifiable. La dimension spatiale de la souveraineté est également utilisée pour effacer la logique des droits fondamentaux. En empêchant les migrants d'arriver sur le territoire d'un État européen, en bloquant les bateaux en pleine mer, en fermant les ports, l'État les prive de la possibilité d'exercer leur droit d'asile. Ce que Hannah Arendt définissait comme je cite, le seul droit qui ait jamais figuré comme symbole de droit de l'homme dans les domaines des relations internationales. En faisant cela, l'État montre la profonde asymétrie du droit à migrer, comme l'a bien souligné le juriste Scovazzi. Et quand les migrants réussissent à arriver, sa vie est immédiatement bureaucratisée, administrativisée. Elle devient l'objet d'une quantification unitaire et des groupes, passée à travers le tamis souverain des procédures, des distributions. Aujourd'hui, on peut parler ici du LIMES européen comme simplement la somme des frontières nationales. Différemment, peut-être, il y aurait du sens à parler d'un LIMES Europeus qui renverse la logique du sacré et du sacrifiable, c'est-à-dire un LIMES qui soit toujours sacrifiable et jamais sacré ou inviolable par rapport à la garantie du droit à la vie de chaque être humain qui essaie de le franchir par désespoir ou grande nécessité.
Mais les migrants expérimentaient aussi la dimension temporelle de la souveraineté. La souveraineté se décline toujours dans l'exercice des prérogatives souveraines qui appartiennent aux différents pouvoirs de l'État. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Chacun de ces pouvoirs a des temporalités différenciées dans l'exercice de ses prérogatives et des temporalités radicalement différenciées dans la prise des décisions. L'exécutif est le pouvoir dont l'efficacité est la plus immédiate. Pensons aux prérogatives du ministre de l'Intérieur, à la rapidité avec laquelle les frontières et les ports peuvent être fermés ou ouverts. Par contre, les temps du pouvoir judiciaire sont bien plus dilatés, sauf cas exceptionnels, parce qu'ils sont le temps de la vérification et de la recherche de la vérité. Voilà alors que le temps du pouvoir de l'État entre en collision avec le temps de la vie biologique d'un migrant. Combien de temps un migrant peut-il résister en attendant que les États décident du sort du bateau où il se trouve? Combien de temps a besoin un tribunal pour établir si la dignité du migrant a été violée par un État? Dans quelle mesure les temps de la souveraineté prennent-ils en considération les temps de la vie des êtres humains? En 1987, Edgar Morin publiait un livre intitulé « Penser l'Europe », ce titre même de la résidence de recherche qui m'a été attribué. Dans l'épilogue de ce livre, Morin écrivait « Nous devons nous réenraciner dans l'Europe pour nous ouvrir au monde, que nous devons nous ouvrir au monde pour nous réenraciner dans l'Europe. » Et je n'ai pas trouvé des mots plus appropriés pour conclure ma recherche. J'espère avoir montré qu'il y a déjà certains moyens conceptuels, juridiques, politiques, pour voir les droits dont chaque individu est porteur comme racine et non comme limite au concept d'Europe. Un concept d'Europe qui va bien au-delà de l'Europe même, et qu'il nous reste à construire encore sur la base de cette logique latente et inexprimée dont l'on doit déployer encore toutes les potentialités. Je vous remercie beaucoup pour l'attention. Je vous remercie aussi. Et je pense que vous avez beaucoup à discuter ce soir. Aussi parce que c'est un sujet tellement ancré dans l'actualité, tristement, qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, qui, grâce à vos recherches, on peut peut-être revisiter un peu avec de la distance qu'il faut, qui manque beaucoup dans mon métier, par exemple. Et on commence peut-être avec quelques remarques de votre part, parce que c'est aussi grâce à vous qu'on a pu entendre tous ces propos de M. Saporiti. Merci. Merci pour cette superbe conférence. Penser l'Europe, je pense que cette première résidence de recherche, Maison Heinrich Heine, Collège international de philosophie, d'une certaine manière s'honore de vous avoir reçu, pour la raison qu'il me semble que vous répondez absolument aux questions qu'on se posait, notamment lorsqu'on a sous-titré cette résidence de recherche « Penser l'Europe, concept d'Europe et lieu du concept ». Je vais y revenir. Il me semble que vous déployez le concept d'Europe politique, juridique et philosophique, et ce que vous avez appelé à l'issue de votre conférence, à la fin de votre conférence, les logiques latentes. Il me semble que vous avez une manière précisément de faire de rendre visible la dimension latente d'un certain nombre de questions, qui sont, comme vous venez de le dire, Madame Pantel, des questions tristement d'actualité, mais qui sont des questions aussi d'une complexité extrême. Et ce que je dois dire, que je trouve absolument remarquable dans votre présentation, qui est aussi une présentation d'un philosophe du droit, pas seulement d'un philosophe, et je pense qu'il y a sans doute dans la salle des gens qui seront bien plus aptes que moi à disons, percevoir la dimension de conjugaison entre philosophie politique d'une part et philosophie du droit de l'autre. Mais ce qui me paraît tout à fait remarquable dans ce dont vous venez de faire la démonstration, d'une certaine manière, c'est combien la question de la crise migratoire, comme on l'appelle, ou du flux, de l'arrivée des migrants sur le limès européen, est une question à laquelle on ne peut pas répondre simplement à chaud, si j'ose
j'ose dire, mais qui implique de repenser, sans doute, qui pose très violemment à l'Europe la question, non seulement de son origine, mais de ce que vous avez continuellement appelé, même si sans doute vous l'avez appelé dans un autre sens, son fondement. Il y a, au fond, au cœur de la question de la souveraineté que vous avez dépliée, à la fois en termes de philosophe du droit que vous êtes, mais aussi en termes de philosophie politique, il y a dans la souveraineté comme une forme de pharmacone européen qui serait à la fois le produit de l'Europe des Lumières, on ne peut pas se le cacher, et aussi le poison qui est en train de se retourner pratiquement contre l'Europe juridique et politique. Et il me semble que dans ce que vous donnez à entendre, il y a à la fois, dans votre proposition finale d'un limes europeus qui serait contre l'idée d'un simple limes européen comme sommation des frontières de chacun des États particuliers, la question posée à l'Europe d'une unité, je ne sais pas si on peut le poser dans ces termes aussi simplement politiques, mais d'une unité politique, juridique, d'une unité, disons, des normes juridiques de l'Europe. Alors, je ne suis pas philosophe du droit, mais j'aurais quand même l'une ou l'autre question que j'aurais voulu vous adresser. D'abord, merci d'avoir déconstruit, si j'ose dire, cette affaire de Sacer et de Sanctus, qui est quand même très utile, me semble-t-il, pour comprendre, y compris la dimension de violation qui est faite à ceux qui errent sur les bateaux Aquarius et autres, dans cette espèce de limes insoutenable qu'on connaît au milieu de la Méditerranée. Et on mesure aussi à ce que vous avez laissé entendre comme espace laissé libre entre deux champs contigus, ce dont il est question dans cette espèce de limes qui est aussi un genre de limbe européenne, d'entre-deux indéfinis, disons, entre l'Europe et ce qui est au dehors de l'Europe. Je voudrais tout de même vous adresser une ou deux questions, mais qui sont vraiment des questions extrêmement, si j'ose dire, naïves ou prosaïques, pour moi qui ne suis pas du tout philosophe du droit comme vous l'êtes. Je voudrais d'abord savoir dans quel sens vous entendez la notion de performativité du langage juridique. Parce que, en tant que linguiste et que philosophe, je peux bien me représenter quelles sont les définitions, disons, de la performativité. Mais je me demande dans quelle mesure le philosophe du droit que vous êtes comprend la notion de performativité. J'entends bien que la déclaration des droits de l'homme, dont on va fêter, de l'homme et du citoyen, dont on va fêter les 70 ans cette année, je crois, a une dimension performative. C'est-à-dire que par le fait de déclarer, une norme juridique, si je comprends bien, est établie, est opposable. Et vous me direz si ces notions sont justes ou sont inexactes, mais je voudrais savoir dans quelle mesure cette performativité, disons, à l'épreuve de la réalité des politiques européennes, des États nationaux, dans quelle mesure cette performativité tient, à votre avis, et dans quelle mesure elle, elle engage et elle oblige, au sens presque latin du terme. Et dans quelle mesure les États européens, d'après vous, peuvent ou ont la capacité ou la possibilité de s'en départir? Et est-ce que ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire? Donc, quid de cette performativité? Qui est-ce qu'elle engage? En tout cas, c'est ma question naïve de linguiste. Je voudrais vous poser une autre question qui est celle de ce que vous avez appelé l'Europe comme laboratoire. Je voudrais savoir d'où vous vient et dans quelle mesure vous soutenez cette dimension de laboratoire, disons, d'une souveraineté que vous retournez, si je comprends bien, contre elle-même, que vous voulez faire se déprendre, disons, vous souhaitez expurger, disons, de la dimension d'arbitraire du droit des États nationaux, pour la rendre finalement à une autre dimension que vous avez très clairement définie. Comme prérogative, si je comprends bien, des individus et des individus en tant que communauté humaine et non pas des individus en tant que citoyens, en tant qu'appartenant à un État spécifique. Donc je voudrais vous demander ce qui, pour vous, au fond, constitue l'Europe comme laboratoire spécifique. Parce qu'en vous écoutant, je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'il y a un autre limes, enfin, il y a une foule d'autres limes que l'on pourrait convoquer ici, qui ne sont pas la dimension du limes europeus, ne serait-ce qu'à penser le limes mexicanus, le limes, et il doit en exister bien d'autres. Et je voudrais connaître votre
comment dire, connaître votre réponse concernant la dimension de laboratoire européen. Qu'est-ce qui constitue l'Europe comme un laboratoire spécifique? Voilà. Ce sont des questions très ouvertes et sans doute un peu naïves. Je vais répondre. Ah oui. Alors, je vous remercie beaucoup, Madame Alfandari. J'espère pouvoir bien répondre à vos questions. La première question était sur la performativité du langage juridique. En matière de droits de l'homme. En matière de droits de l'homme, oui, bien sûr. En matière de droits de l'homme. Alors, je dirais, en général, quand on dit que le langage ou le droit est un langage performatif, on dit toujours que, comme vous avez bien dit, par le fait de déclarer, on pourrait dire, à travers le droit, à produire des effets dans la réalité. On prend par exemple le principe d'égalité. Bon, le principe même d'égalité va créer, d'un point de vue juridique, mais aussi avec des conséquences dans la réalité, un effet que va, on pourrait dire, modifier des différences qui sont présentes de l'origine. On est tous différents, bien sûr, ça c'est évident. Mais quand on dit qu'on est égal ou égaux, du point de vue du droit, on va produire dans la réalité, et pour réalité, on doit dans la communauté sociale ou la communauté juridique, dans certains ordres juridiques, un certain effet très précis. Et alors, l'énorme performativité que je trouve dans les droits de l'homme et dans les droits fondamentaux, mais dans les droits de l'homme, c'est avant tout la question du sujet du droit. Les droits de l'homme après la Seconde Guerre mondiale ne sont pas les droits de l'homme après la Révolution française. Et ça c'est un point très clair. Et on a essayé de structurer pendant, 70 années plus ou moins, un système de protection de cette subjectivité. La subjectivité qui n'appartient pas seulement aux citoyens, mais la subjectivité qui appartient à l'individu en tant qu'individu. Et c'est une révolution énorme, totale, je pourrais dire. Et quelquefois, on doit le répéter. C'est une révolution totale, dans laquelle je crois profondément. La performativité s'explique, par exemple, et c'est pour ça, et j'essaie de me lier avec la seconde question que vous avez posée, dans le système de protection, c'est-à-dire dans la conception d'un système de juridiction, par exemple comme la Cour européenne des droits de l'homme, qui fait de l'Europe une sorte de, je ne veux pas être, européiste dans le mauvais sens du terme, mais une sorte de point de diamant au niveau mondial pour la protection des droits de l'homme. On a un système de protection extrêmement développé, structuré. Et je trouve que la Cour européenne des droits de l'homme, on pourrait bien rappeler, vous avez dit bien l'autre rive de l'Atlantique, on pourrait bien rappeler par exemple la Cour interaméricaine des droits de l'homme, qui va exercer sa juridiction, mais par exemple, ils sont pas sous la juridiction de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, les États-Unis et le Canada. Donc, c'est un peu particulier. Mais l'Europe a un système extrêmement avancé de protection et a structuré, vraiment comme un laboratoire aussi, l'effectivité de la protection des droits de l'homme, mais aussi l'effectivité d'un concept qui est également révolutionnaire. Le fait que l'État peut être condamné, qu'on peut être assis en face à l'État en condition de parité. C'est une question que les juristes vont souligner constamment. En condition de parité, et l'État peut être condamné. Alors, c'est un État aussi qui accepte, et ça c'est un point très délicat, mais qui accepte d'être jugé par une juridiction tierce. Et c'est un laboratoire qui est, je trouve, qui est profondément européenne, dans son fonctionnement ordinaire. C'est-à-dire que c'est pas un tribunal international construit ad hoc, comme il y a. Mais c'est, une partie très importante, je trouve aussi, en marquant un peu d'identité du système de protection européenne des droits de l'homme. Et aussi la performativité, peut-être on pourrait la structurer en deux niveaux. Une performativité objective, dans le sens de la
déclaration, cristallisation, un objectif, une performativité procédurale, dans le sens de son mise en œuvre grâce au mécanisme juridictionnel. J'espère avoir bien répondu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vos questions sont naïves, je ne sais pas encore comment décrire mais les miennes. Je suis ni philosophe ni linguiste, mais j'essaie de travailler dans l'actualité. Et ce qu'on aperçoit en Europe maintenant, c'est qu'il y a chacun de nous 3 pays a ses propres populistes de l'extrême droite qui s'engagent dans la question des migrants. Mais même si ça se passe dans tous les pays européens, on remarque quand même que dans l'Europe de l'Est, il y a un autre consensus dans la population, peut-être de vouloir garder cette souveraineté que vous avez décrite de ce sens westphalien. Et parce que vous avez décrit comment l'Europe a évolué pendant les derniers 60 ans, mais vous n'avez pas parlé du chute du mur. Et je me demandais si ce langage performatif a changé à cause de cela. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été rajouté à ce moment-là? Ou est-ce que les États de l'Europe de l'Est ont tout simplement été forcés d'entrer dans le langage qui existait déjà? Et oui, c'est ça la question, en fait. Bien, on a une histoire un peu différenciée, on pourrait dire, oui, bien sûr, entre les États de l'Est et les 3 pays européens. C'est vrai, on appartient à 3 pays, et peut-être on pourrait un peu, penser ou faire la même observation pour l'Europe en général. Oui, il y a un certain aussi façon d'utiliser plusieurs arguments que j'essaie d'expliquer, pas d'expliquer, excusez-moi, mais sur lesquels j'ai un peu réfléchi ce soir et pendant ces 2 mois. Je trouve qu'il y a un point très important. Quand un pays va rejoindre l'Union européenne ou l'Europe, va rejoindre pas seulement, un système économique. Bien sûr, il va aussi rejoindre un système, je me permets de dire aussi, de pensée juridique, de pensée politique. Et alors, c'est vrai qu'il y a des temporalités différentes, la chute du mur, aussi les histoires, ou l'histoire même du pays de l'Europe de l'Est. Mais c'est vrai en même temps que les mêmes déclarations, la Charte des droits fondamentaux, la Commission européenne de droits de l'homme vont créer une véritable identité politique pour l'Europe en général. Et je trouve qu'il y a les jeunes générations, j'ai plusieurs collègues de l'Europe de l'Est, sont absolument, je pourrais dire, en ligne avec ce que je dis aujourd'hui. Alors, j'ai beaucoup de confiance dans les nouvelles générations et on pourrait dire dans les nouvelles générations, bien sûr aussi dans les générations qui sont plus aussi nouvelles, on pourrait dire comme ça, pour apprendre, mais je vois une sensibilité qui est tout à fait proche à la mienne ou à ce que je décris. Et ils sont bien sûr aussi des juristes, des philosophes, des politistes qui viennent de pays de l'Est de l'Europe. Et par rapport à ce que vous dites, une montée en puissance du populisme très agressive, et aussi, je dois dire un peu différentes formes de racisme. Malheureusement, on doit utiliser ce mot. Je suis désolé, mais c'est ça. Un peu partout dans l'Europe. Oui, c'est vrai, mais je vois dans aussi la même question des migrants qu'il y a une sorte d'utilisation politique électorale de la question même des migrants et peut-être c'est aussi c'est à nous de réfléchir, de faire voir un peu comment on peut démystifier certaines références qui sont faites
à des problèmes qui sont décrits, je crois, quelquefois comme de plus en plus énormes, des choses qui font peur. Puis c'est une peur, je trouve, plusieurs fois irrationnelle, qui doit être un peu contenue, si je me permets de dire. Si là, vous avez déjà évoqué le mot de racisme, c'est clair que l'extrême droite est raciste, mais la question plus intéressante est peut-être si aussi les gens qui se croient en protection des droits de l'homme ont aussi ce côté raciste dans la tradition européenne. Parce que même si vous dites nous ne sommes plus au point de la Révolution française, de la Déclaration des droits de l'homme, mais d'abord c'était des droits pour l'homme, pas pour la femme. Après, c'était des droits qui ont quand même permis l'esclavage. Disons que c'était des droits pour un homme blanc. Et juste pour savoir si il n'est peut-être pas aussi question de se demander nous-mêmes sur notre conception sur les droits de l'homme et si on ne serait peut-être pas dans une situation différente si les migrants sur les bateaux dans la Méditerranée c'était des chrétiens blancs, même si c'est trop provocatif. Oh, bon, je ne sais pas exactement comment répondre à votre question, mais moi, je dirais que peut-être il y a derrière aussi la question des droits de l'homme en général, un peu aussi le problème... un problème peut-être aussi de l'universalisme, c'est-à-dire elles sont des droits qui appartiennent à la culture occidentale, ils sont des droits que, bon, bien sûr, mais ils sont surtout ils sont des droits qui méritent, mais qui exigent aussi une certaine maturation et construction. Et je trouve aussi très intéressant de rappeler que, par exemple, on peut l'appeler comme ça, dans la commission qui a été constituée pour écrire la déclaration universelle. Il y avait des personnes, il y avait de philosophes, il y avait de penseurs qui provenaient dans l'Europe, mais pas aussi à l'extérieur de l'Europe, bien sûr. Et là, c'est bien décrit par exemple Jacques Maritain. Il disait bien, il faudrait trouver une sorte d'accord qui allait au-delà un peu de nos visions en général du monde. Alors, je trouve aussi que sûrement le droit de l'homme sont aussi un challenge, un défi qui pourrait aussi, qui est en train de construire une humanité différente, bien sûr. Et pour ce que vous disiez, par exemple, de migrants, plusieurs fois, les pays où ils partent sont des pays où, par exemple, le sens de communauté est fortement est vive, est fort. Par contre, la perception, plusieurs fois qu'ils ont de l'Europe, une perception d'une Europe très, très individualiste. C'est pour ça aussi que je parlais, je disais très, comment dire, le sens de communauté, pas une communauté organiciste, mais une communauté d'appartenance même. La vie humaine est un peu, comment dire, un peu faible. Et peut-être, encore une fois, les droits de l'homme peut être aussi le moyen pour surmonter une certaine faiblesse de cet individualisme, qui est enraciné dans cet individualisme. Si j'ai bien répondu, si j'ai bien compris votre question. Elle était peut-être trop éloignée aussi de votre discours. Mais est-ce que vous avez encore une autre question? Mais je me demande si on ne devrait pas donner peut-être la parole à la salle. Moi, j'ai d'autres questions, mais je pense que ce serait aussi intéressant que Michele Saporetti puisse parler un peu avec les... Parce qu'il y a sûrement des questions. Je crois qu'il y a une question au fond. Derrière. Je passe le micro, c'est plus simple. C'est pas grave. Merci. Merci beaucoup pour l'exposé qui est évidemment très intéressant, qui prête à réflexion. Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable quand même, il en faut bien un.
Et je suis d'accord avec vous, je trouve que cette idée de souveraineté qui ne serait plus une limitation des droits de l'homme, mais une espèce de socle de promotion des droits de l'homme, enfin qui serait fondée là-dessus, c'est très beau, un peu idéaliste. Et je voudrais poser un peu la question de la contradiction éventuelle, parce qu'il s'agit des droits de l'homme et du citoyen. Alors, est-ce que nous n'assistons pas actuellement à une espèce de choc de culture ou de civilisation, si vous voulez, entre les droits de l'homme, qui sont en principe le but que poursuit, enfin le respect des droits de l'homme, c'est en principe déjà ce que vous dites de fait, si vous me permettez de le dire, que répéter au fond ce qui est à la base de la construction européenne. Mais d'un autre côté, il y a les citoyens qui participent à la volonté du peuple, à la volonté démocratique du peuple, et qui peuvent justement non pas tellement refuser ces droits de l'homme. Le droit à la vie, c'est évidemment un droit qu'on reconnaît à tous, mais qui peuvent refuser un certain nombre de droits, d'adaptation ou de changement de leurs mœurs, etc. Je pense que la notion d'identité, est-ce qu'elle peut se réduire? Je vous ai dit que je me faisais l'avocat du diable. Est-ce que la notion d'identité culturelle, nationale, individuelle, familiale, etc., peut se réduire à cette notion si abstraite des droits de l'homme? Voilà mon problème. C'est un peu comme le Verfassungspatriotismus, le patriotisme de la constitutionnelle de Habermas c'était pas lui qui l'avait inventé, mais enfin bon, j'ai oublié l'autre. Est-ce que ça suffit pour les peuples? Voilà le problème. Évidemment, c'est à la source du populisme. Évidemment, il y a des gens qui surfent là-dessus. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une petite réalité là en dessous? Okay, bon. Je vous remercie. C'est une critique qui a été posée aussi vers le droit de l'homme même. Bien sûr, il y a, et c'est par exemple aussi les différentes chartes européennes sont pleines de références à l'identité nationale, à l'identité du peuple européen, bien sûr. Moi, j'ai posé un peu, l'accent sur le fait que dans l'identité de l'Europe, et aussi, je crois aussi dans l'identité du peuple européen, il y a après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les droits de l'homme, il y a les droits de l'homme, bien sûr. Il y a des spécificités dans les cultures, bien sûr, les Italiens, les Français, les Espagnols, ça c'est vrai. Mais je trouve, quelquefois, dans le débat public, ils ont l'habitude de faire une opposition entre les droits de l'homme et les droits des citoyens. Et enfin, la question est, mais où sont les droits des citoyens? Oui, on parle des droits de l'homme. Bien. Si je dois répondre, je dirais, bon, les droits de l'homme sont aussi les droits du citoyen. Quand on est toutes et tous individus, donc quand on parle des droits des migrants, on doit toujours penser qu'on parle à notre droit, parce qu'ils n'ont pas des droits spéciaux, parce qu'ils sont des migrants. Ils sont des personnes, des individus comme nous sommes des individus. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que c'est une contraposition qu'on peut utiliser, et plusieurs fois on utilise. Et après, je ne trouve pas qu'il y a une sorte de contradiction entre une identité qui laisse un peu d'espace aux droits de l'homme, entre l'identité de chaque pays et des caractères qui sont, comme je disais, des spécificités dans la culture du pays même. Je trouve qu'on peut trouver un équilibre entre les deux choses, qu'il n'y a pas une sorte de contradiction. C'est vrai ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a un certain... Quelqu'un a utilisé l'expression que les droits de l'homme sont une sorte d'idéologie froide. On dit comme ça. Il y a plusieurs juristes qui ont utilisé cette expression. C'est-à-dire, contre l'idéologie froide des droits de l'homme, oui, bien, c'est aussi une idéologie qui doit être déclinée à l'intérieur de chaque identité, de chaque identité nationale. C'est pour ça, je vous répondrai comme ça. Je suis sûr que je n'ai pas suffisamment élaboré ma contre-critique, mais je vous remercie. C'est un point très, très débattu, sûrement, oui.
Oui, il y a une question au fond, là. Oui, bonjour monsieur. Je serais curieux de savoir où vous habitez en Italie. Parce que je suis souvent en Ligurie et je crois pas qu'on connaît la même Italie en fait. Donc j'aimerais savoir où vous habitez. Je connais bien la Ligurie. Pour vous donner un exemple, dans la résidence où j'habitais fin août, une jeune fille était super heureuse. Elle remerciait Dieu d'avoir trouvé un travail de maître nageuse à 1 000 € par mois. Il n'y a pas de travail en Ligurie, à part le tourisme et les fleurs. L'Italie a 130% de dette sur PIB. Si les taux d'intérêt montent en Italie, l'Italie peut être balayée au niveau budgétaire. Donc vous avez un discours en fait qui est tout à fait théorique, sympathique, peut-être qui s'appliquait au début du XXe siècle, mais qui est complètement déphasé par rapport à ce qu'on va subir au siècle prochain. Si vous écoutez les démographes spécialistes de l'Afrique, ils vous disent que le 2 milliardième d'habitants va être atteint en 2045. Bon, ils ont un doute, est-ce que le 3e milliardième sera atteint peut-être au début du 22e siècle? Il faudra créer en Afrique plus de 500 millions d'emplois, ce qui est assez impossible. Donc, comment vous financez cette arrivée massive de gens? En France, comme en Italie, il y a 5 millions de chômeurs, 8 millions de pauvres. Vous voulez ajouter la pauvreté à la pauvreté. En France, on a eu une immigration de travail dans les années 80 qui a créé de la croissance. Après, on a eu une immigration d'ayants droit qui a créé plutôt de la décroissance. On est déjà champion du monde des prestations sociales. Est-ce que vous voulez encore augmenter les prestations sociales en Europe? Merci. Je voulais juste dire que c'est pas une insulte de dire que c'est quelque chose de théorique si on parle de la philosophie. Et est-ce que vous avez envie de répondre? Ah oui, bien sûr. Alors, je commence en vous disant que je viens de Milan. Oui, à Milan, on n'a pas tous des millions de dollars, non? On travaille beaucoup. Mais, alors, je vous remercie avant tout d'avoir écouté mon exposé. Ça me flatte beaucoup. La deuxième chose est que je voudrais faire une distinction entre le niveau de mon discours, c'est-à-dire que, vous l'avez bien dit avec vos expressions, c'est un discours théorique, bien sûr, théorico-juridique. Et quand je dis théorico-juridique, oui, c'est théorico, mais c'est aussi très concret. J'ai avec moi la Commission européenne des droits de l'homme, c'est quelque chose qui n'est pas seulement écrit, hein, c'est quelque chose de vivant. Une commission vivante. Et alors, vous m'avez posé des questions qu'il faudrait poser à un politicien. Moi, je ne suis pas un politicien. Mais peut-être j'ai la petite ambition de donner des catégories pour faire réfléchir quelques politiciens. Et je vous dis que, bien sûr, quand je disais, pour reprendre des expressions de mon exposé, qu'il faudrait penser un peu plus en en souveraineté solidaire. J'ai dit aussi une souveraineté horizontalement solidaire. Et quand je parlais d'une souveraineté horizontalement solidaire, j'ai dit pas seulement entre pays européens, mais aussi entre pays européens et pays hors de l'Europe. Hein? Et ça, c'est quelque chose, bien sûr, que je mets dans les mains des politiciens. Je ne suis pas un politicien, je le répète, et aussi des économistes, des personnes qui sont bien plusieurs choses. Mais c'est-à-dire qu'il faut regarder, bien sûr, on peut au-delà de l'Europe. Mais en regardant au-delà de l'Europe, on ne peut pas, se cacher derrière des problèmes ou des difficultés pratiques. Parce que, bien sûr, il y a des difficultés pratiques, mais qui vont vraiment mettre en cause les fondements de notre concept d'Europe même. Je vous répondrai comme ça. Alors, maintenant, vous savez que vous allez répondre à n'importe quelle question avec beaucoup d'intelligence et patience. Alors, il y a plusieurs encore. Peut-être une femme pour changer?
Bonjour. Je ne sais pas jusqu'à quel point ma question est pertinente par rapport à tous vos propos, mais vous parlez de droit. Vous avez référé aux droits des femmes, entre autres, et la question d'égalité. Quand j'ai vécu plusieurs années quand j'étais jeune en France, et je pouvais aller partout comme femme. Je constate maintenant qu'il y a un certain nombre de lieux pour lesquels, comme femme, je ne peux pas vraiment y aller. Je parle de lieux publics, restaurants, cafés, en particulier dans certains quartiers du Nord où je vais quand même régulièrement. Et il y a une exclusion des femmes de certains espaces et ça, je le sens aussi quand je voyage en Europe. Je le retrouve dans d'autres pays, alors qu'avant ça, j'ai jamais vécu ça. Il y a clairement une modification à ce niveau-là. J'entends la même chose ailleurs, de mes collègues, par exemple, aux États-Unis, où... et ce n'est pas une exclusion qui est aléatoire. Elle est dans certains quartiers. Elle s'exprime d'une certaine façon. Et je suis très sensible à cette question parce que, ayant fait mes études en génie à une époque où il y avait très, très peu de femmes, on a beaucoup vécu l'exclusion des lieux, l'exclusion des fonctions et le fait d'être considéré comme subalterne et inférieur. Je viens d'un pays aussi, j'ai été témoin d'exclusion des Noirs dans les lieux publics pendant très longtemps, jusqu'à la fin du siècle. Parfois officielle, légale et inscrite, parfois pas légale, c'est-à-dire pas explicite, mais très implicite, c'est-à-dire vous êtes un Noir, vous êtes malvenu. Dans certains quartiers à Paris, si je me promène comme femme, que je vais aller dans certains lieux, c'est clair, je suis malvenue. Et ça, ce n'est pas lié à une population qui est aléatoire. Il y a déjà eu des boat people avant, par exemple, à la fin de la guerre du Vietnam, les boat people du Vietnam. Ça n'a pas créé de crise particulière. Il y a eu aussi tous les réfugiés d'Amérique latine, on en a eu beaucoup. C'est maintenant que ça crée une crise et ça crée une crise aussi autour de ces valeurs-là. Et je les revis maintenant parce que comme professeur d'université, je suis à nouveau confrontée au même type d'attitude que j'ai connu il y a 50 ans. C'est-à-dire, comme professeur maintenant, je suis confrontée à des jeunes hommes qui me considèrent comme un être qui doit leur être subordonné. Et dans des rapports d'autorité, par exemple, de direction de stage, en milieu de travail, les gens ont ces problèmes-là aussi. Ils me le disent. Et comment cette question-là, où là, moi, je me sens atteinte dans mes droits, comment cette question-là peut-elle être posée à travers toutes ces questions-là? Je vous remercie pour votre question. Et je peux aussi répondre que je ne sais pas comment répondre, mais bien, c'est un peu lié encore à la différence entre la différence de culture, de formation, quand je vous disais, peut-être c'est mon expérience qui a été très positive. Moi, je vois vraiment dans les nouvelles générations une autre modalité de pensée plus égalitaire, je trouve aussi, concernant le rôle de l'homme. Alors moi, j'ai été très chanceux, je suis très chanceux. Bon. Et mais il faut, je crois, toujours travailler sur certains, aussi sur certaines valeurs. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement le déclarer, il faut faire une sorte de pratique jour après jour. Et aussi, on peut avoir encore la capacité de s'indigner quand quelque chose ne marche pas. L'indifférence, c'était quelque chose de mortel. Alors, il faut, jour après jour, démontrer quels sont aussi certains points qui ne peuvent pas être mis en discussion. Je trouve, par exemple, et Madame Pantel avait dit avant la question de la montée en puissance de l'extrême droite. Je trouve que maintenant, on est en train de, utiliser des expressions, des références, des mots qui étaient tabous, complètement tabous dans les dernières décennies. Et elle est en train de les réutiliser, malheureusement aussi dans notre pays. Alors, il faut peut-être s'indigner. C'est à nous, on doit faire quelque chose. J'ai dit un peu comme ça. Et
jour après jour. C'est une réponse très pragmatique, pas théorique ou philosophique. Mais jour après jour, démontrer pourquoi, comment il faut pratiquer un certain égalitarisme, certaines valeurs. Je vous répondrai comme ça. Mais je vous remercie pour votre expérience que vous avez partagée avec nous. Merci. Vous avez parlé de universalisme, de cette idée de solidarité avec les autres et arrêter cette pensée de supériorité vis-à-vis d'autres, comme surtout dans nos temps de guerre où on croit qu'on est une catégorie supérieure aux autres et devrait les éliminer du champ d'action et tout ça. Il y a une chose que je trouvais quand même encourageante quand Angela Merkel disait wir schaffen das ou quelque chose, que nous pouvons vraiment accueillir les gens. Il y avait plein de jeunes gens qui faisaient de la place dans leurs habitations et ils ont agi comme ça. Entre autres aussi en se souvenant des millions de réfugiés qui venaient après la Deuxième Guerre mondiale et qui étaient tout à fait bénéfiques parce qu'ils étaient résolus de construire, de faire une vision positive de leur vie. Et ce genre d'optimisme a dynamisé énormément la société. Et à mon avis, ce courage manque justement dans les pays de l'Est qui n'ont pas l'habitude, qu'on peut, par l'implication dans la responsabilité et en jouant le rôle de citoyen justement, parce que citoyen chez les Grecs était une bonne formation, être orateur pour se faire entendre, pour participer à la construction, et c'était une obligation. Alors si on dit vous avez les droits, ceci et cela, ça suffit pas. Il faut encourager la personne à dire que je suis quelqu'un qui peut contribuer et je dois l'essayer. Mais toute dictature, comme on a dit, ce sont des gens de trop naturellement, vit sur autre chose. Ils ne font pas appel à l'intelligence et la participation des gens. Ils veulent qu'ils deviennent apolitiques et manipulables et ayant peur. Tout est axé sur la peur. Et la peur ne peut pas amener à une construction de pays ou à un futur. Donc, il faut, à mon avis, comprendre l'esprit européen comme quelque chose qui peut apparaître partout. Ça peut être un Taïwan qui a pris quand même comme modèle la Californie pour se donner un rôle plus important après l'éjection des Nations Unies et d'autres. C'est justement ça qui je trouve intéressant, qu'il n'y a pas de frontière pour un bon esprit, mais il faut observer les espaces ou les endroits où ça peut se développer. Et ça peut être en Silicon Valley, au moins au début. Aujourd'hui, c'est des familles, etc. Mais ça peut être en Suisse ou dans un pays nordique. Et pourquoi là? Parce qu'à l'origine, ce sont des pays pauvres qui ont besoin de l'homme pour se construire et ils accueillent, comme la Prusse a accueilli les Français. Et ce sont quand même des exemples à qui on doit se souvenir pour vaincre cette peur, même s'il y a quelques éléments souvent envoyés exprès par les ennemis de la démocratie. On y en a. La coalition est plus grande qu'on pense. Pour faire exploser une bombe et dire, vous voyez, hein, les Tchétchènes, etc., comme Poutine a fait pour être élu, il a fait exploser plusieurs maisons en Moscou et d'autres villes pour pouvoir dire, sans moi, vous êtes tous morts, etc. Est-ce que vous avez une question ou c'était une remarque? Sinon, on peut, parce que je pense qu'on a eu beaucoup de questions et c'était un débat
bien vivant. J'ai une question concernant l'Italie, parce que... En fait, c'est la dernière question. C'est un monsieur qui s'appelle Putnam, qui a fait son premier travail il y a peut-être 20 ans ou 15 ans sur l'Italie en disant au nord, il y a une zone qui est très efficace parce qu'elle est organisée horizontale, tandis que avec la mafia, etc., au sud, on est plus vertical, c'est-à-dire dans la logique militaire et les autres dans la logique de sortir d'intelligence à travers d'une table où tout le monde est égal. Et ça me rappelle, est-ce que vous avez ça comme logique aussi, qu'il faut favoriser cette sorte de fédération qui est un élément de démocratie, ou la démocratie dans la fédération, qui fait qu'on est considéré comme quelqu'un de valeur qui contribue, qui est accepté. Bien sûr, la dernière chose que vous avez dit, bien, on peut-tu contribuer, ça c'est vrai, mais c'est vos questions, regarde l'Italie. On a toujours à accueillir, on continuera bien à accueillir, je crois, avant tout comme citoyen. C'est un peu dans notre identité d'accueillir. Et il y a bien sûr, concernant, il y a des différences entre l'Italie du Nord et l'Italie du Sud, mais je trouve que dans tous les pays, on a toujours considéré les personnes provenant d'au-delà de l'Italie, en considération qu'on était toujours migrants dans toute notre histoire, comme une ressource très importante. Très importante. Alors, là, c'est le fin de débat. Et je vous remercie encore, vous deux, en fait, vous pour l'argent et l'initiative d'inviter M. Saporiti à Paris. C'est la première fois qu'on nous remercie pour l'argent. L'initiative, oui. Je m'excuse avec ma nationalité allemande. Et ça va nous permettre peut-être ce discours de tous regarder les infos différemment quand la prochaine fois on a l'Aquarius qui cherche un port, quand on a toutes ces images qu'on voit, qu'on peut peut-être se poser des questions plus profondes au lieu de juste paniquer. Merci beaucoup. Merci à vous.